Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté. Vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Une récente étude de Goldman Sachs relève que 32% des gestionnaires des grandes fortunes dans le monde sont exposés aux cryptos, aux NFT ou à la DeFi et que 26% ont explicitement investi dedans. L'intérêt pour le secteur a sensiblement augmenté, passant de 16% en 2021 à 26% en 2023. Je n'ai pas de Bitcoin, je ne possède aucune crypto-monnaie et je n'en posséderai jamais. Mais si je le voulais, je pourrais créer ma propre crypto. Je dirais qu'il n'y en aura que 21 millions, que vous pouvez avoir un compte qui vous en assure la propriété et que vous pouvez les avoir après que je sois mort. Mais vous ne pourrez rien faire avec ces cryptos si ce n'est les vendre à quelqu'un d'autre. C'est intéressant de remarquer que bien que le Bitcoin existe depuis longtemps et que cela fait longtemps que les gens parlent de la manière dont il sera amené à être utilisé dans les différents types d'échanges, en réalité, aucune de nos entreprises ne fait des affaires en Bitcoin. Il a été plutôt utilisé, me semble-t-il, pour déplacer illégalement des grosses sommes d'argent. Et donc, la conclusion logique de l'adoption du Bitcoin est de parier sur la baisse du cours des entreprises qui fabriquent des valises. Car le cash qui était avant envoyé d'un pays à l'autre avec, passe maintenant par la crypto. Donc, logiquement, la demande de valises devrait diminuer. Et si ça arrive, vous pourrez considérer cela comme la contribution économique du Bitcoin à la société. Plus sérieusement, mon opinion est que le Bitcoin est peut-être ingénieux et que la blockchain est peut-être une innovation importante, mais sans valeur intrinsèque. Les crypto-monnaies sont un mirage. Charlie Munger a dit que c'était de la mort au rat, et j'ai dit que c'était de la mort au rat au carré. Quelque part, je suis désolé qu'il en soit ainsi, parce que je sais que beaucoup de gens ont l'espoir que les crypto-monnaies vont changer leur vie. Je ne remets pas en question le fait que c'est ingénieux d'avoir trouvé un moyen d'avoir un approvisionnement limité et d'ajuster la difficulté de création de Bitcoin en fonction de la puissance de calcul et toutes ces choses-là. Mais des gens beaucoup plus intelligents que moi m'expliquent que ça ne fonctionne pas pour autant comme de l'argent, que la blockchain est une technologie indépendante. JP Morgan parle en ce moment de créer son propre jeton, le JPM, basé sur le dollar. C'est un projet qui me semble intéressant. Les ordinals et les BRC20 ont donné des idées. Alors on s'en doutait déjà pour Bitcoin. Il y a de nouveaux standards qui sont en train d'émerger comme le SRC20 et bientôt 21 car il y a une mise à jour en cours et plus connu sous le nom de Stamps, c'est-à-dire tampon. Pour le coup ici j'attends que la mise à jour soit terminée avant de te faire une vidéo. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui c'est un poil différent. Comme tu t'en doutes, des développeurs sur d'autres blockchains se sont emparés de l'idée et ont décidé de l'adapter. De cette façon on peut voir du LTC20 ou encore du DRC20 et c'est ce dernier qui va nous intéresser dans cette vidéo. Petit rappel sur ces tokens qui restent à l'heure actuelle encore plutôt énigmatique. À l'heure actuelle, on est très tôt dans leur développement et ils n'ont pas grand intérêt à part jouer la spéculation. D'ailleurs, au moment là où je tourne la vidéo, on ne connaît pas la supply maximale de ces tokens et également quelque chose de très important, on n'a pas de plateforme pour les vendre. À prendre également en compte qu'un wallet concurrent est en train de se créer et que celui-ci critique fortement le wallet qu'on va venir utiliser aujourd'hui. Est-ce que c'est un coup de com'? Est-ce que c'est de la jalousie? Eh bien, je n'ai pas les connaissances techniques ni les informations pour pouvoir trancher à ce moment précis dans le temps. Donc, comme d'habitude, n'engage pas du capital que tu n'es pas prêt à perdre. N'oubliez pas ce que vous voyez sur Internet, il y a un énorme biais du survivant. C'est-à-dire que vous allez voir les comptes Twitter, vous allez voir les historiques de personnes qui ont gagné de l'argent. Mais il y a le biais du survivant qui intervient. Puisque une personne qui a perdu tout son wallet, qui a perdu des dizaines d'Ether, qui a perdu des dizaines de Bitcoin, ne va pas en parler sur Internet publiquement. Ou alors c'est très très rare. Donc surtout ne vous faites pas piéger sur ce que vous pouvez voir sur les réseaux où tout le monde gagne de l'argent. Forcément, c'est un jeu à somme nulle, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, si d'un côté, il y a des gagnants et des gros gagnants, ça veut dire que de l'autre côté, il y a beaucoup de perdants. Comme au poker, voilà, on estime, il me semble qu'il y a 1 ou 2% de joueurs gagnants sur Internet au poker. Pourquoi? Parce qu'il y a 98% de joueurs perdants. C'est exactement la même chose avec les mêmes coins et les BRC20. Bitcoin n'a pas été construit pour ça. Bitcoin, ce n'est pas une blockchain scalable comme Ethereum, mise à jour comme Ethereum. Les blocs sont validés toutes les 10 minutes et donc on est obligé d'attendre un certain laps de temps
pour que notre transaction soit validée. Il faut savoir que lorsque il y a énormément de transactions sur le réseau Bitcoin, le réseau est congestionné, forcément, c'est tout à fait normal, comme sur une autoroute, ça bouchonne. Et donc, au final, c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle sur Bitcoin. Donc, nous avons des frais de transaction qui sont exorbitants, et donc, pour ceux qui sont les plus gagnants, c'est les mineurs, parce que les mineurs vont avoir beaucoup plus de rémunération. Il faut savoir qu'il y a eu notamment un bloc qui a récolté 6,7 Bitcoin de frais de transaction et 6,25 Bitcoin de reward. Donc les deux, ça fait 12 Bitcoin en un seul bloc. C'est pourquoi je pense que pour moi, Bitcoin n'est pas fait pour avoir ce type de finance décentralisée au sein même du réseau Bitcoin Layer 0. Pour moi, je pense que la finance décentralisée se fera sur le Lightning Network. C'est une surcouche du réseau Bitcoin où là, nous pouvons réaliser des transactions en instantané à très faible coût et nous pouvons avoir une quantité astronomique de transactions sans forcément que les frais ils augmentent autant. C'est pourquoi je pense que là, nous sommes à la version 0.0.0.1 de la finance décentralisée sur Bitcoin. Parce que vous allez le voir juste après sur mon ordinateur, c'est pas très user-friendly. C'est pas Madame Irma qui va venir sur son ordinateur acheter un NFT sur la blockchain Bitcoin. Franchement, c'est pas du tout accessible. Oui, effectivement, c'est avantageux d'avoir une finance vraiment décentralisée parce que nous n'avons pas de fondateur sur Bitcoin. Mais à l'inverse, la blockchain Bitcoin, techniquement parlant, n'est pas faite pour ça. Donc on verra comment les développeurs vont potentiellement améliorer ce système, et ils en parlent même de totalement supprimer tout ça en faisant une fourchette, en divisant la blockchain Bitcoin en 2 sous-blockchains, comme ce qui s'est passé en 2017 avec le Bitcoin Cash. Donc, ce qu'on appelle un hard fork. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, maintenant, fais attention si tu veux y investir parce que ce n'est principalement actuellement que des meme coins. Donc, ce sont des tokens qui n'ont aucune valeur intrinsèque derrière. À part quelques-uns, notamment le Ordi, qui est intéressant parce que c'est le premier token à être sur la blockchain Bitcoin. On va parler maintenant d'une blockchain qui s'appelle The Canton Network. C'est quoi le Canton Network? C'est une nouvelle blockchain qui est lancée avec le soutien d'énormément de sociétés. On retrouve Microsoft, Goldman Sachs et plein d'autres sociétés, BNP Paribas, Deutsche Börse Group et vraiment Capgemini, Deloitte. Ils ont aussi des partenaires techniques, on va dire, qui les soutiennent sur ce projet. C'est une blockchain destinée aux institutionnels. Donc ils ont dit, pour eux, pourquoi la blockchain n'a pas été toutes les blockchains n'ont pas été vraiment adoptées massivement par les institutionnels. C'est parce qu'il manque un certain nombre de choses autour des autorisations, autour aussi de la confidentialité des transactions, et cette blockchain devrait apporter ça, en fait, cette modularité, cette possibilité d'avoir certaines choses qui sont publiques, d'autres choses qui sont non, d'avoir un système d'autorisation. Ça rappelle pas mal la blockchain qui est en train de construire EY sur Ethereum, et le projet Nightfall qui existe aussi sur Polygon. Eux, ils partent sur leur propre blockchain, partir de zéro. Ils vont construire un réseau de blockchain. C'est assez complexe. Est-ce que ça va être adopté par les institutions? En tout cas, ils ont un gros avantage vu le nombre de partenaires. C'est assez hallucinant qu'ils ont en ce moment, donc à surveiller. Je pense pas que ça sera ouvert au grand public. Il reste à voir dans quelle mesure ça sera réellement décentralisé et permissionless. Je pense pas que ça sera complètement permissionless. C'est-à-dire que n'importe qui ne pourra pas venir et utiliser cette blockchain. Mais on commence à voir pas mal d'innovations. Il faudra voir aussi en quoi c'est une blockchain vraiment privée au public. C'est pas très clair actuellement. Ça vient de sortir, donc on va attendre un petit peu et voir ce qui se passe. Mais c'est tout de même intéressant de voir qu'il y a toujours de l'intérêt autour des blockchains par les institutions, par les sociétés qui veulent créer une adoption par les institutions. Tether a publié son rapport trimestriel donc sur l'état de ses comptes, et en gros ils auraient fait 2 milliards et quelques de bénéfices, c'est ça, sur les placements des réserves qu'ils auraient, que ça soit sur et quelles réserves surtout, voilà, c'est ça. Tether maintient sa position dominante sur le marché des stablecoins, révélant un excès de réserve record de 2,44 milliards. Les gars, je reviens, il faut que je remonte dans le temps, il faut que j'investisse sur le Bitcoin et sur Tether évidemment, hein. Allez, salut. Avec ces gains, ils auraient acheté plus de 50 000 Bitcoins
qu'ils auraient rajouté à leur caisse. À leur réserve. J'ai vu un homme politique américain, par contre, crier au scandale en disant que un rapport émis par la société d'audit qui s'occupe de Tether n'avait aucune valeur et qu'il fallait que ça ne passerait devant aucune juridiction ou devant parce qu'ils font pas partie du Big Four, ils sont juste derrière, tu vois, ils sont 5e mondiaux. Non, mais il y a pas boîte, ça, c'est que c'est pas la question de savoir si c'est Deloitte ou si c'est le Big Four qui audite ou pas. Ouais. C'est la valeur de cet audit. C'est ça. Là, C'est un rapport. C'est un rapport trimestriel, donc c'est une attestation sur l'honneur. C'est pas un audit mandaté, si tu veux, par un État, tu vois, qui va venir auditer tes comptes avec effectivement Deloitte qui va taper à ta porte à matin. Là, c'est juste, je te jure, si vrai, j'ai ça dans mes comptes et voilà la répartition. Viens, on prend un café. Je me suis fait la remarque, Pete, justement, parce que on a rigolé sur cette boîte d'audit, etc., la famille Corleone et tout. Mais ils sont 5e mondial, donc... Ouais, BDO, sur 5. En fait, BDO, l'entité BDO, c'est un groupe. Et ce groupe-là est 5e cabinet d'audit mondial juste en dessous du Big Four. Maintenant, BDO a des antennes partout en Europe et dans le monde, et il y en a une en Italie, et c'est elle qui s'occupe de gérer les cas de Tether. Est-ce que ce serait dans leur intérêt de faire un bisbis chelou? Moi, c'est ça ma question. Je pense pas. En tout cas, ils seraient culottés d'avoir des trous dans les comptes et de publier un rapport trimestriel en disant qu'ils ont fait 2 milliards de bénéfices. On serait déjà dans un niveau de culottage extrême. Voilà, c'est ça l'idée. Maintenant, est-ce que pour autant ça t'enlève tes doutes, et comme le soulève l'homme politique Quinry, c'est est-ce que ce rapport-là, finalement, est-ce que tu peux t'y fier ou pas? C'est ça la grande question. On va le nommer, cet homme politique Quinry, c'est John Reed Stark. Hein, c'est In my honest opinion, Tether is a mammoth house of cards. Donc il dit clairement c'est un château de cartes géant. Ouais, prêt à s'écrouler, quoi. Prêt à s'écrouler à la moindre bourrasque. Écoute, j'ai envie de te dire, on a eu pas mal de bourrasques, on l'a dit dans la vidéo d'hier, en moins d'une année. Moi qui pensais que le Luna c'était il y a déjà 5 ans, il y a à peine un an. En fait, il y a tellement de choses qui se sont passées en l'espace de 12 mois. On a eu Terra Luna, on a eu FTX, on a eu sûrement tellement de hacks, à peu près des milliards de dollars de hacks. On a même eu le DPEG de l'USDC, c'est pour vous dire, on parle de Tether. Mais... C'est ça. Et Tether, j'ai envie de te dire, pour l'instant, est toujours présent. On a toujours, de toute façon, des corps qui sont là pour crier au loup sur Tether. Jusque-là, Tether tient. Bon, j'espère qu'il va continuer à tenir parce que, on l'a dit plusieurs fois sur cette chaîne, si Tether ne serait-ce que montre une petite faille, un petit vacillement, le bear market qu'on a eu à cause du Terra Luna qui s'est effondré, on va voir des chiffres sur le Bitcoin qui seront incroyables. On va avoir tout le monde qui va pleurer sur Twitter, là. Le Bitcoin qui repasse en dessous des 10 000, mais vraiment en une mèche, ça ne m'étonnerait même pas. Allez, on change de sujet et on va maintenant parler de quelque chose qui fâche. Alors qu'on avait le sentiment que l'affaire FTX commençait à prendre un tournant plutôt encourageant pour nous, on a eu une actualité la semaine dernière qui est venue balayer tout ça. En effet, le Trésor américain a effectué une requête d'indemnisation auprès de FTX et de ses filiales à hauteur de 44 milliards de dollars. Notez que la majorité de cette somme est due par Alameda Research, qui est la filiale de FTX, qui était notamment dirigée par l'ex-compagne de Sam Bankman-Fried et qui doit à elle seule quelque chose comme 38 milliards de dollars au Trésor américain. Ce qui est important à noter, et c'est pourquoi j'explique que ça pourrait vraiment balayer toutes les notes plutôt positives qu'on avait ces dernières semaines, c'est que cette demande, elle est déposée sous la classification de Admin Priority. En gros, ça passe avant toutes les demandes et donc tous les autres créanciers et clients lésés par l'exchange. Alors je ne vais pas prendre énormément de risques en vous disant ça, mais on peut remettre facilement en cause cette demande et notamment les montants associés. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Si on regarde du côté du dossier, on voit que FTX devrait une indemnisation de plusieurs milliards de dollars sur l'année fiscale 2023. Or, comme vous le savez très certainement, FTX était déjà en faillite en 2023. Et si on regarde du côté de l'année 2022, FTX devrait 8 milliards de dollars au Trésor américain, ce qui est bien plus que les revenus qui ont été générés par l'entreprise sur cette même année. Notez néanmoins que l'IRS, enfin ce que j'appelle le Trésor américain depuis le début de cette rubrique, fonctionne systématiquement de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il demande un très gros montant pour finalement obtenir une somme plutôt abaissée avec un facteur 10 globalement. Dans le cas de Lehman Brothers par exemple, à l'époque, ils avaient demandé 1,2 milliard de dollars pour finalement obtenir 320 millions de dollars, et ça risque de se passer de la même manière pour FTX. Toujours est-il que si le Trésor américain prend sa part du gâteau dans l'affaire FTX, il risque de ne plus rester grand-chose pour tous les clients lésés et autres créanciers particuliers comme vous et moi. Ensuite, vous le savez, il y a Coinbase qui met une grosse pression à la SEC, qui a diligenté même des avocats et autres pour pousser la SEC à vite statuer sur le statut des crypto-monnaies, des exchanges et tout ça.
en menaçant de quitter les États-Unis. La SEC a répondu et elle a renvoyé une fin de non-recevoir. Et grosso modo, elle dit que la régulation aujourd'hui, elle est claire. Et clairement, aujourd'hui, la régulation, elle dit que les crypto-monnaies ne respectent pas la régulation. Donc, il a un peu botté en touche. Il a envoyé une fin de non-recevoir à Coinbase. On verra aujourd'hui, on va suivre la réponse de Coinbase. Ça peut monter crescendo un peu. Ce qui serait super, c'est que Coinbase annonce qu'il se barre des États-Unis. Ça serait encore plus simple. Je pense que ça calmerait un peu les ardeurs s'il y a Coinbase et ensuite Kraken et tous les gros exchanges américains qui quittent le pays. Surtout qu'on l'a vu, les dernières statistiques, Binance effectivement perd de part de marché au bénéfice des grosses plateformes asiatiques, en particulier OKX, donc beaucoup de plateformes chinoises qui prennent des grosses parts de marché. Et on va suivre ça. La locomotive de la croissance mondiale, la Chine. Eh bien là, les chiffres publiés la semaine dernière nous apprenaient que les exportations étaient en net repli par rapport aux attentes. On était à plus 8,5 au lieu de plus 14,5. Et ce matin, les bourses asiatiques chutent de 1%. Ce qui est intéressant, ce sont les commentaires. Et là, eh bien, la Chine enregistre une nette baisse des commandes. Et qui serait le grand gagnant? Eh bien, ce serait l'Inde. Et peut-être aussi le Vietnam. Alors, le Vietnam, vous ne le savez peut-être pas, a passé un accord de libre-échange avec l'Europe. Curieux qu'on n'en ait pas davantage parlé, parce que le Vietnam sait aussi faire plein de choses, et pas seulement des t-shirts à 80 centimes arrivés en douane à Roissy. Donc, la Chine souffre un petit peu, et un autre phénomène menace sa croissance à moyen terme, donc c'est pas seulement un petit trou d'air conjoncturel lié à un épisode récessionniste en Europe ou aux États-Unis, c'est le vieillissement de sa population. Les Chinois, pendant 40 ans, ont pris l'habitude de l'enfant unique, et ils se disent que ce n'est peut-être pas le moment d'en avoir un deuxième. Alors peut-être que ça viendra un jour, lorsqu'il y aura une caméra du gouvernement dans chaque chambre de Chinois, et on vérifiera que les couples accomplissent leur devoir conjugal de façon à repeupler le pays. Bon, il y a déjà, je crois, plus de 600 millions de caméras qui surveillent les Chinois dans pratiquement tous les aspects de leur vie, sauf leur chambre à coucher. Mais peut-être que nos appareils électroniques de type Alexia sont quand même capables de capter ce qui s'y passe. En tout cas, la Chine va avoir un problème durable de croissance du fait du vieillissement de sa population. Et puis l'autre phénomène assez inattendu, c'est que chaque année, il y a 11 à 12 millions d'étudiants qui arrivent sur le marché du travail, et il semblerait là aussi qu'il n'y ait pas une adéquation parfaite entre les besoins actuels de la Chine et les formations qui sont dispensées. Peut-être que la Chine n'a pas été assez vite du côté des services et a effectivement gaspillé beaucoup d'argent avec l'immobilier qu'il faut bien renflouer. Donc oui, en gros, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer. On sait que les républicains et les démocrates vont se réunir à nouveau demain pour trouver des solutions. Vu là où ils ont laissé le travail sur le métier la semaine dernière, c'est-à-dire nulle part, c'est pas évident qu'il y ait des grosses avancées demain, mais néanmoins, on attend de voir ce qui pourrait se passer. Personne n'est vraiment convaincu de la solution si on ne fait pas des coupes budgétaires et en même temps on continue à avoir besoin de dépenser de l'argent pour garder certains secteurs de l'économie à flot, la santé entre autres. Bref, c'est très compliqué, et franchement savoir ce qui va se passer si il y a des fautes à date, ce qui paraît quand même aujourd'hui, malgré les CDS qui sont très hauts, et malgré la peur qu'on peut avoir, et malgré les commentaires de certains politiciens, et dont un ex-président entre autres, eh bien on sent quand même qu'il pourrait se passer à peu près tout et n'importe quoi. Mais ce que l'on sait surtout, c'est qu'il y a quand même très peu de personnes qui croient vraiment à un défaut, puisque
puisque quand on voit les statistiques, effectivement, les CDS montent, mais la conviction quant à un défaut réel reste quand même très très éloignée pour l'instant. Mais je le rappelle que Madame Yellen est en train de faire le tour du monde avec son discours d'Halloween sur le principe du défaut de la dette pour dire attention, et si les États-Unis font défaut, c'est l'effondrement total de l'économie mondiale qui est à risque. Alors ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est demander aux Français de verser directement de l'argent dans la caisse du gouvernement américain pour les aider, puisque visiblement les Français ont cette capacité à également trouver de l'argent qui n'existe pas, puisqu'ils peuvent régulièrement financer. J'ai l'impression également que le dollar index montre des signes de force, notamment sur le RSI, on a fait pas mal de rebonds sur ces niveaux-là. Une fois là, pas mal de semaines à la hausse, une fois là, pas mal de semaines à la hausse. Ici également pas mal de semaines à la hausse. Et ici pour l'instant, on rebondit sur ce niveau et on est qu'à une semaine à la hausse, alors que normalement, ça prédit pas mal de semaines. On est sur du 1, 2, 3, 4, même 5 on peut dire. Donc quand le dollar monte, les cryptos en général descendent. Donc faites attention à cet élément-là. Partie technique où nous sommes dans une forme ici de rejet, où on a fait une première accélération baissière. Donc hier, on a expliqué justement la recherche de liquidité très profonde qu'il y a eu. Et ensuite, on a eu vraiment ce retour très puissant où on est allé chercher une première zone de liquidité ici avant de faire un rebond. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en daily, sur le total index, on est quand même très très loin. On a vraiment de la marge pour aller faire de l'accélération, pour aller retester ces parties-là au niveau du momentum. Donc même si on considère qu'on a une diminution du momentum, on pourrait aller chercher facilement les $50, aller retester $50. Donc on a encore un petit peu de jus pour pouvoir pousser. Dans une tendance haussière au weekly, ou monthly, ou daily, ce que vous voulez, ici, c'est rarement ici qu'on se dit ouais super c'est facile. C'est rarement ici qu'on se dit ouais super c'est facile. Les bottoms sont durs à capturer. Et si vous voulez, les bottoms se font jamais sur de la news positive. S'il y a de la news positive, on est plutôt là. Mais c'est pas parce qu'il y a de la news positive qu'il faut se jeter dans le train. Et je vous garantis, vous avez un switch mental certain. Tant que vous le passerez pas ce cap-là, vous progresserez pas en investissement. Bon, voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Alors, maintenant, moi, vous pouvez me parler de oui, mais et si y a une autre news, la Binance qui fait faillite, etc. Est-ce que tu vous crois que ça vaut le coup là? Mais je n'en sais rien de ce qui va se passer. Je ne connais pas le futur. Je sais juste constater que là, on a une prise de liquidité. Ok. Je sais juste constater que là, on est dans une tendance haussière weekly. Ok. Et que, comme je vous disais la semaine dernière, si j'achète ici, voire ici, ok, je sais très bien que dans cette tendance haussière, je suis plus probablement en train d'acheter un bottom de tendance qu'un top de tendance. Quand je suis ici, je ne sais pas si c'est le top de tendance, mais en tout cas, je sais que ce n'est pas le bottom puisque le dernier bottom de tendance est ici. Donc, ici, le risque-récompense est déjà meilleur qu'ici, ok. Est-ce que c'est le bottom? On ne sait pas dans la tendance. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière? Oui, on l'a sous nos yeux, là en weekly, elle est sous nos yeux. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est, ok, le risque-récompense est bon. Je vous dis pas attention d'acheter là, là c'est un exemple que je vous donne. Hein. Le risque-récompense est bon puisqu'on est là. Si je décide d'appuyer sur le bouton, combien je perds si on invalide ce niveau? Par contre, quel est le pari asymétrique que je gagne si la tendance haussière continue? Tu comprends bien que si tu achètes ici, si la tendance haussière continue, probablement le prix tu le retrouveras là dans quelques semaines. Si cette tendance haussière continue, il faut vraiment le comprendre. Ça c'est pas et ouais mais tu te mouilles pas. Et si. Mais on peut pas se mouiller plus que ça. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Donc ok. Alors que si tu achètes, hop, je vais finir là. Si tu achètes ici, tu sais que potentiellement, si la tendance est haussière, ben, le plus haut est ici. Donc si on vient casser là, ça peut se terminer. Donc le risque récompense d'acheter ici n'est pas bon. Ok. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je vous parlais également la semaine dernière d'un scénario où moi je pense que les 25 000 que l'on a ici, les 25 250 que tout le monde attend, qui est en gros le épaule, tête, épaule inversée, la ligne de break weekly, tout ça, pour moi, l'offrir, c'est prendre le risque que trop de monde rentre en pullback, ok? Donc pour moi, si on vient ici, je pense, c'est pour enfoncer plus bas, c'est-à-dire peut-être revenir là sur les 22, 21, 20 000, on n'en est pas là, on va pas en parler, ok? Donc c'est pour enfoncer plus bas et faire paniquer les gens. Je vous parlais également de, on peut pas laisser cela gagner, donc il faut les sortir, mais est-ce qu'on a envie de laisser cela rentrer? Donc reprenez le live de la semaine dernière, je vous disais, à cet endroit à l'époque, le pullback, on était venu s'échouer sur l'affaire USDC, pile poil entre les deux, entre la team qui attendait le pullback ici
Et la team qui croyait que ça allait tenir. On est venu casser, hop, on s'arrête au milieu, le supply est capturé, on short squeeze tout le monde et on bloque tout le monde. Ce n'est pas du retail qui capture un bottom ici, ok? C'est pas du retail qui pose un bottom à cet endroit, ok? Et je pense, moi, que comme si on redézoome plus amplement, ici, le bottom de l'affaire FTX, il y avait la team des 10-12 000, rappelez-vous, et il y avait la team, non, les 20 000, c'est le bottom. Qu'est-ce qu'on a fait? On a cassé, on est venu, enfin, pas nous, hein. Le supply a été capturé ici. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est du retail à cet endroit qui a switché mentalement, qui a dit j'achète en masse pour asseoir un bottom? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Qu'est-ce que ce graphique nous raconte? Ce graphique va nous permettre de faire une comparaison. C'est bien, mais c'est tout. Alors, bon, allez. Ici, rappelez-vous, l'été 2020 ou 2020. Alors, ne vous focalisez pas sur cet épisode de Bull Run. Regardons plutôt ça. On avait une cassure technique, puis on avait un mouvement de retour sur la ligne de coup de ce qu'était ici une pattern. Et je faisais la comparaison depuis 3 semaines avec vous ici, chaque mardi, avec le parallèle prix-momentum. Et là, c'est vraiment, on est dans le même cas de figure. Le test du RSI des 70, le test du RSI 70. Et on était revenu sur cette zone plate ici. Donc, vous voyez qu'il y a encore une petite marge de manœuvre avant de repartir, et ça avait pris quand même plusieurs semaines. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en données hebdomadaires, la comparaison avec août 2020, je m'arrête à octobre, hein, tient encore la route, ça veut dire qu'on peut encore tester 25, 25,3. De toute façon, ça c'est le niveau. Alors, en fait, le cours de clôture c'est 24 000 pour le pullback. La mèche c'est 25 000. De toute façon, tout le monde a compris que 25 000 $, c'est là où on invalide la reprise de l'année. On a OpenAI, vous savez, qui a créé ChatGPT, et donc on a le fondateur d'OpenAI qui est en train de lever 200 millions de $ pour résoudre justement ces problèmes de l'intelligence artificielle. Alors ça fait un peu, ça peut faire un peu peur dans le sens où en fait Sam Altman nous dit bon bah de toute façon d'ici très peu de temps, ce sera impossible de savoir si vous parlez à un véritable humain sur Internet, vu la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle progresse, aussi bien en termes de vidéo que de discussion. On aura tout à fait l'impression de discuter avec quelqu'un face à nous, qui pourra être qui pourra tout à fait être quelqu'un qui n'est pas un humain, tout simplement une intelligence artificielle, sans qu'on y voit que du feu. Et donc il a dit bah la seule façon c'est d'utiliser des cryptos, évidemment pour pouvoir identifier. Alors lui ce qu'il pense c'est utiliser la rétine des yeux pour pouvoir se faire allouer justement une crypto et donc l'enregistrer sur la blockchain. Et alors ça permettrait en fait de conserver notre identité de manière sécurisée. C'est une des utilités selon lui des cryptos. Alors lui il va beaucoup plus loin parce qu'il a l'intention de sortir même un coin qui va s'appeler le World Coin. Sa vision elle est quand même un peu plus elle va beaucoup plus loin. En fait ce qu'il croit c'est que l'intelligence artificielle va tellement détruire d'emplois que les États d'ici très peu de temps, d'ici quelques dizaines d'années, voire moins, vont être contraints de mettre en place un revenu universel. Et donc lui il pense que la seule façon c'est de le faire avec donc le World ID, c'est ce dont je viens de vous parler, à travers un World Coin et une World App. Et donc en gros il y aurait une app, une sorte de wallet MetaMask qui enregistrerait vos datas, donc sans que vous les perdiez. Ça existe déjà et c'est une des grandes utilités des cryptos. Mais donc ça serait pour assurer votre identité sur Internet et surtout pour confirmer à vos interlocuteurs que vous êtes bien réel, quoi. Donc voilà, on va en arriver là dans très peu de temps. Il faut s'y préparer. Je crois que là on va pas avoir tellement de chance, tellement de choix. Quand vous regardez des vidéos comme ça là postées par Pompliano ce matin, ça fait aussi quand même. On dit que ça arrive, et que je crois que de toute façon on sait très bien, je vous en avais déjà parlé, que la courbe de croissance de la technologie maintenant elle va être exponentielle. On rentre dans l'ère de l'exponentielle et donc ça va aller de plus en plus vite. Et donc dans notre vie en tout cas d'ici 20 ans on va avoir des changements qui ont été beaucoup plus rapides que dans les 200 dernières années. Donc ce qu'il faut voir c'est que faut se préparer à ça et que ça va beaucoup changer notre quotidien a priori. Sorti en mars 2022, Immortal Game est tout simplement le jeu d'échecs tel qu'on le connaît. Bon, en fait pas vraiment, puisque un mode de jeu vous permet de jouer avec des pièces NFT, même en gratuit, et vous permettra d'effectuer une quête pendant la partie, rendant la victoire encore plus compliquée. Si vous y parvenez, vous aurez de chouettes récompenses à la clé, et vous grimperez également au leaderboard, au classement prévu à cet effet, avec bien sûr un cash prize prévu en fin de saison.
Immortal Game est déjà partenaire avec plusieurs grands maîtres des échecs de renom, notamment Maxime Vachier-Lagrave, l'ancien champion du monde de Blitz, donc les échecs rapides, de l'an dernier. Rien que ça. À noter également que Sardoche, le streamer, est également partenaire. Le jeu utilise la solution Immutable X pour fonctionner. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.